Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce 12-13, cette édition spéciale du 12-13 en Normandie consacrée au Brexit. Nous sommes le 31 janvier 2020. Ce soir à minuit heure française, 23h heure de Londres, après 47 ans d'une entente pas toujours si cordiale que ça. Eh bien ça y est, la Grande-Bretagne redeviendra une île isolée du reste du continent et sortie de l'Union européenne. Nous sommes à Bayeux devant une copie de la tapisserie qui relate un fait fort de l'histoire commune entre la Normandie et l'Angleterre, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Bonjour Antoine Vernet. Bonjour à vous. Vous êtes le conservateur en chef des musées de Bayeux. Nous sommes donc ici chez vous, au-dessus de la vraie tapisserie qui est sous nos pieds, dans une salle en dessous. Cette tapisserie d'il y a 1000 ans, un millénaire, c'est vraiment un trait d'histoire très très fort entre nos deux territoires. Oui, c'est un trait d'histoire majeur de l'histoire de l'Europe. De toute façon, et particulièrement important pour les Anglais, puisque nous aimons à dire que si nous partageons tous en France la date commune du 14 juillet 1789, pour les Anglais, c'est le 14 octobre 1066, dont la tapisserie relate dans le détail tout l'événement, cette bataille d'Hastings, qui a fait basculer le destin du monde anglo-saxon. Et cette image du jour que nous sommes en train de voir, ces drapeaux britanniques, ces Union Jack qui flottent ici à Bayeux, ils relatent bien ce trait d'histoire. Ça a un petit peu été quand même depuis 1000 ans, parce que l'influence de Guillaume et des Normands, elle s'étend encore aujourd'hui au niveau des lois notamment. Cette influence, elle est majeure dans l'histoire britannique. Elle est majeure dans l'histoire britannique et c'est une histoire partagée. On aime à dire que cette Manche est une sorte de Mare Nostrum à l'image de la Méditerranée, ouais. Mais pour ces peuples de l'Europe du Nord, mer du Nord et Manche, et c'est une histoire partagée de plus de 20 000 ans, avec effectivement deux événements majeurs qui se sont déroulés ici à Bayeux, au travers de la tapisserie de Bayeux pour le 14 octobre 1066 et bien évidemment le 6 juin 1944. Alors, nous allons voir cette histoire commune grâce à Marc Michel et Émilie Desramiers. Petit retour historique avec nos archives. Bonsoir. Les Français et les Anglais, deux peuples qui ne se sont pas toujours très bien compris, mais qui sentent confusément qu'en tout cas, leur histoire, au fond, est une histoire commune. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Le premier à s'être assis sur ce trône, c'est Guillaume le Conquérant, le jour de Noël, 1066. Pour contrôler la Tamise et la capitale, il fait construire l'édifice le plus haut de la ville, la Tour de Londres. C'était une déclaration. Le roi disait « Je suis là, je suis le roi des Anglais, je suis peut-être normand, mais je suis là pour rester. » And in 44, when at long last the day came to hit back, His Majesty went to Normandy, where we fought them on the beaches, not in defense but in the grand offensive. Ici, on traque les adeptes du franglais. À bas les mots week-end, shopping, parking, pressing, standing. Les groupes de travail de l'Orne en français veillent à leur substituer des mots bien de chez nous. Banni aussi le mot interview. Bien, nous sommes très sensibles à pareille initiative parce que lorsque nous venons à Paris, nous sommes parfois surpris de voir l'importance des mots anglais. Chez nous, on dit toujours, par exemple, bien, bonne fin de semaine. Et ici, on s'entend dire bon week-end. Un protocole réduit au strict minimum. Toute simple en jupe à carreaux et blouson, Élisabeth d'Angleterre avait volontairement laissé de côté le décorum de Buckingham. Elle était à Deauville pour un week-end de détente. La reine aime les pur sang. Elle possède ses haras, 30 chevaux à l'entraînement et en gestionnaire consciencieuse, elle profite de ces moments de loisirs pour aller voir le travail de la concurrence. Dans l'abbatiale Saint-Étienne, plus connue sous le nom de l'abbaye aux hommes, le public s'est pressé pour assister à la cérémonie religieuse et œcuménique concélébrée par le cardinal Hume, archevêque de Westminster et primat d'Angleterre, et l'évêque de Bayeux, monseigneur Badré.
La prière universelle a fait mémoire des intentions de Guillaume qui, il y a plus de 9 siècles, avait décidé de la construction de l'abbatiale. Saint-Sennery, le petit barbizon normand, possède une attraction très spéciale. Une particularité dont aucun guide touristique ne fait mention, son maire, Ken Tatham. In the pocket. Ken Tatham, né il y a 54 ans à Leeds, Angleterre, le seul maire anglais d'une commune française. Je suis un Européen, mais au fond de moi-même maintenant, je suis un Français. Je suis fier de mes origines britanniques, mais depuis 32 ans que je suis en France, je me sens plus français qu'anglais. Voilà donc pour cette évocation historique des liens entre la Normandie et l'Angleterre. Bayeux qui est marqué aussi avec le plus grand cimetière militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale. Il est ici à Bayeux. Et oui, Bayeux conserve les corps de plus de 4000 combattants britanniques et c'est un des éléments véritablement marquants de ce lien. Et pour en revenir aussi avec le lien avec la tapisserie, sur le mémorial du cimetière est noté en latin une phrase tout à fait majeure. Qui est ? Nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur. Et qui témoigne voilà, du caractère vraiment fondamental du lien qui unit Bayeux et la Grande-Bretagne. Et c'est vrai qu'ici, chaque cérémonie du 6 juin a une valeur particulière. On sait que la reine, le prince Charles, la famille royale sont souvent venus ici pour marquer ces anniversaires du D-Day et du débarquement du 6 juin 1944. Merci infiniment Antoine Vernet de nous avoir reçus ici. On voit bien ces liens forts qu'il y a entre la Normandie. Je ne sais pas comment on va vivre cette année de Brexit en Normandie. Ça va être compliqué certainement car ce sont nos plus proches voisins, nos plus proches ennemis mais aussi nos plus proches amis. Donc il faudra vivre ça. On va maintenant retrouver ce qui a fait l'actualité en cette matinée en Normandie, à Caen avec Aurélie Misery et puis à Rouen avec Grégory Tellu et Émilie Lecomte à propos d'une actu politique et havraise très chargée. Merci Laurent, bonjour à tous. L'actualité en Normandie, c'est d'abord effectivement la fin d'un faux suspense avec l'annonce de la candidature d'Édouard Philippe à la mairie du Havre. Vous allez le voir sur cette une de Paris-Normandie. Le Premier ministre a décidé de se présenter comme tête de liste La République En Marche à la Porte-Océane, ville dont il a été maire de 2010 à 2017. Cela dit, en cas de victoire, il restera à Matignon. En tout cas, pour leur premier meeting de campagne ce soir au Havre pour Édouard Philippe. Écoutez ces réactions de Havrais recueillies par Magali Nicolin et Stéphane Gérin. J'ai entendu depuis ce matin, tout le monde en parle. Alors donc écoutez, je suis très contente qu'ils reviennent parmi nous. La nouvelle s'est répandue dans la ville. Ce matin, à la une de la presse écrite et à la radio, Édouard Philippe l'annonce, il marche vers la mairie. Pas vraiment une surprise pour les Havrais. C'est pas mal qu'il revienne dans sa ville. Ouais, vous trouvez ? Il y avait beaucoup travaillé, je trouve qu'il a fait avancer beaucoup de choses. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir en effet, parce qu'Édouard Philippe, c'est aussi le chef d'un gouvernement dont certains Havrais ne partagent pas la politique. Bonne nouvelle ou pas ? Oh, c'est moyen, parce que c'est vrai que quand il était au Havre, il avait fait des belles choses, mais sa politique un peu avec le gouvernement, c'est pas très bon pour nous, quoi, en bas. Voilà donc les Havrais avec Édouard Philippe, tête de liste pour les municipales et Premier ministre. Alors là, il va devoir faire les deux en même temps, à savoir gérer les retraites et puis faire campagne au Havre. Ça vous semble compatible ? A priori non, justement. Ça me paraît juste impossible de faire tout ça en même temps et de le faire bien. À Édouard Philippe de prouver le contraire et ça commencera dès ce soir avec le lancement de la campagne salle François Ier. Le cas suspect de coronavirus à Caen, le CHU a confirmé hier que le patient n'était pas porteur du virus. Le jeune homme qui est rentré de Chine avec des signes cliniques d'infection respiratoire avait été pris en charge et placé en isolement dans l'attente des résultats qui sont donc négatifs. Les lycéens et des enseignants toujours mobilisés contre la réforme du baccalauréat, avec des actions organisées devant plusieurs établissements de la région ce matin, comme ici sur ces images devant le lycée Fresnel à Caen, où une trentaine de professeurs boycottaient la surveillance des épreuves de langue en contrôle continu.
avec ces évaluations permanentes, parce que du coup, finalement, on passe notre temps, nous, plus à enseigner, mais à évaluer, puisqu'il faut les préparer à ces évaluations-là. Il faut aussi les préparer aux autres évaluations du mois de juin. Donc, comme on n'enseigne plus et qu'on est tout le temps là à la pression de l'évaluation, oui, c'est certain que ça ajoute du stress et donc de la compétition, à mon avis, qui n'est pas, à mon avis, pertinente dans l'objectif d'une construction des savoirs des élèves. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, retour à Bayeux pour notre page spéciale Brexit en compagnie de Laurent Marville. Merci Aurélie donc pour ce point sur l'actualité, vous l'aurez compris, très marqué cette actualité normande ce matin par l'actualité politique et havraise avec donc cette annonce de la candidature d'Édouard Philippe aux prochaines municipales. Bonjour Michael Dodds. Bonjour Laurent. Je suis ravi de recevoir un citoyen franco-britannique à la fois sujet de sa gracieuse majesté, mais qui travaille ici. Vous êtes le boss de Normandie Attractivité, cette agence de promotion de la Normandie. Donc vous avez toute votre place avec nous aujourd'hui en cette journée de Brexit. D'abord, vous, votre opinion sur le Brexit, comment vous prenez ça ? C'est un moment de regret pour moi, comme pour beaucoup de Britanniques ou Anglo-Irlandaises qui habitent sur le continent. C'est un moment de tristesse, mais la vie continue. Donc vous êtes un Remainer, comme on dit. Vous souhaitiez que ça reste dans l'Union européenne. Je ne peux pas la cacher. Bon. Alors, vous lancez très opportunément une campagne de pub aujourd'hui de la Normandie à destination des Anglais dans l'Evening Standard et puis dans le Times aussi. On va voir tout de suite le visuel de cette campagne de pub parce qu'il faut l'expliquer un petit peu. C'est une photo d'un bas de visage avec une cravate qui est comme la vôtre, la cravate de la tapisserie de Bayeux. Et il se trouve en fait que la personne qui revêt cette cravate, c'est Nigel Farage, dont on voit le bas du visage, que les Français ne connaissent peut-être pas, mais c'est lui le héros du Brexit. C'est lui qui, il y a 3 ans et demi, a emmené la nation britannique vers le Brexit. On va voir d'ailleurs une photo de lui où on reconnaît son visage. Pourquoi vous avez choisi cette photo de Nigel Farage ? D'abord, il fallait qu'on saisisse cette opportunité de communiquer un message d'amitié auprès de la population britannique, pour vraiment réaffirmer qu'il y a des liens qui perdurent grâce à l'histoire entre l'Angleterre et la Normandie. Il y a même une identité anglo-normande à défendre. Et il faut que ces liens se poursuivent et continuent. C'est le message de cette publicité. Exactement. Alors Farage, effectivement, presque le diable incarné pour tous les Remainers, il a porté en 2014 cette cravate de la tapisserie de Bayeux pour illustrer la dernière fois où l'Angleterre a été envahie. Mais même à l'époque, il y avait une contradiction, parce qu'il n'y a rien de plus fort comme symbole de collaboration et l'histoire partagée entre l'Angleterre et la Normandie. On va voir ce qu'en pensent les Bayeuxins de ce Brexit, interrogés ce matin. Écoutez. Les séparations, j'aime pas. Ouais. Vous avez l'impression qu'ils s'éloignent de nous ? Moi, oui. Je pense qu'ils font une grossière erreur, mais c'est tout. C'est pas de la peine. Parce qu'à mon avis, les contacts qu'on a, nous, avec les Anglais, resteront identiques. Ça ne les empêchera pas de venir nous voir quand même. C'est à souhaiter. C'est à souhaiter, oui, tout à fait, parce que bon, c'est quand même un super potentiel, surtout pour Bayeux. Je le vois, parce que quand je vais en Angleterre voir mon fils, la réaction des Anglais, oui, on continuera à venir. Vous avez un beau pays, donc on viendra. Je pense que la proximité géographique sera toujours la même. Et affective. Et affective. On a fait des belles choses ensemble, c'est dommage qu'on ne continue pas. Donc l'amitié continuera, mais ça sera différent. Voilà, donc on va continuer à se voir. C'est un peu ce qui ressort de ce micro-trottoir. On est si proche qu'on ne peut pas se séparer comme ça. C'est l'esprit quand même. Vous en êtes sûr, vous ? Absolument persuadé. Et donc pour nous, des liens avec l'Angleterre sont bien sûr à défendre. Il ne faut pas qu'on lâche pour une seconde les liens historiques qui nous lient. Et puis il y a plein d'opportunités peut-être de continuer dans le monde économique, dans le tourisme. On a une dépendance quand même forte sur le marché britannique. Donc on reste mobilisé d'accueillir cette population. Ça peut être un avantage même pour la Normandie d'être cette espèce de bridgehead, cette tête de pont britannique en France et en Europe. Peut-être. Dans une période d'incertitude, il y a une certitude, c'est qu'on a des liens historiques
qu'on ne va pas les laisser démanteler comme ça. Et c'était ça le message de cette publicité. On a des liens qui perdurent, avec un jeu de mots sur le mot ties. Oui. Tie, cravate. Ouais, et taille, les ça liens. veut dire lien également. Donc c'était pour nous un message humoristique, mais qui va marquer, avec de l'humour anglais, bah oui, c'était bien sûr. de circonstance. Ça marche. On va voir deux reportages maintenant qui sont assez différents. C'est deux couples d'Anglais qui vivent en Normandie. Le premier, Maureen et Greg Briarty, ils sont tombés amoureux de la Normandie il y a un demi-siècle. Ils y vivent depuis une trentaine d'années, mais après avoir tourné le problème dans tous les sens, ils ont dû choisir une option radicale. Ils vont rentrer en Angleterre. C'est un reportage de Nicolas Dalaudier et Morgane Tréguette qu'on regarde tout de suite. Malgré un flegme, une élégance toute britannique, Greg et Maureen ont du mal à cacher leurs émotions. Aujourd'hui, ils mettent en carton une tranche entière de leur vie. Dans quelques jours, ils vont quitter la Normandie pour retourner vivre sur le sol britannique, une décision au goût amer. C'est très difficile parce que c'est notre vie depuis 30 ans presque. Et nous sommes tristes de quitter la France. Et maintenant, il faut commencer une autre aventure. Nous avons eu une aventure en France, mais maintenant, il faut être positif et il faut penser que ça serait une nouvelle vie pour nous en Angleterre. La raison de ce déménagement se résume en un mot, Brexit. Les deux enseignants à la retraite sont en pleine forme, mais à 77 et 78 ans, ils s'inquiètent pour leurs éventuelles dépenses de santé à venir. Il y a un accord concernant la sécurité sociale entre la Grande-Bretagne et la France. Et à la fin de l'année, quand nous quittons l'Europe, ça sera rompu. Peut-être il y aura quelque chose qui peut continuer la situation. Je sais que la France va supporter des personnes comme nous pendant une année, mais après ça, on ne sait pas. Nous reviendrons demain pour nettoyer la maison, oui, pour donner à nos acheteurs. Évidemment, pour les Briarty, le Brexit est une catastrophe. Il leur a fallu vendre leur maison, ils sont amoureux de la Normandie et ne la quittent qu'à contre-cœur. Alors à la veille du grand départ, ils continuent de s'interroger sur les différentes options. Je suppose qu'on pourrait avoir la nationalité française et on a vraiment pensé à ça. Et peut-être on va faire ça quand même. En attendant de savoir comment obtenir la nationalité française, le couple s'efforce de positiver. Ce déménagement les rapprochera de leurs enfants qui vivent à Bristol. Ils se sont promis de revenir le plus souvent possible en vacances dans le pays de Granville qu'ils aiment tant. Et nous partons maintenant dans l'Orne, dans un petit village de l'Orne, retrouver Tim et Christy Green. Alors eux, c'est l'inverse, ils sont très impliqués dans la vie de ce village de l'Orne et ils ont choisi de rester en France. Guerquessal dans l'Orne, son clocher, ses moutons, ses 135 habitants et parmi eux, une dizaine de Britanniques dont le couple Green, un nom quasi prédestiné au bocage normand. Tu te rappelles, la première fois qu'on est arrivé, on a descendu cette colline. Tim et Christy sont tombés amoureux de la région il y a 37 ans et sont devenus de véritables paysans normands. Oh, les moutons! Sacré mouton. Comment vous avez vécu cette annonce du Brexit? Très mal. Parce que bien sûr, on était tout à fait contre l'idée. Tout semble encore un peu flou sur ce qui les attend, mais une chose est sûre. On n'a pas du tout l'envie de retourner en Angleterre. Notre endroit perpétuel est déjà prévu à l'église, donc on va être résident permanent. Oui. Come on, let's go. Le Brexit, un divorce d'autant plus compliqué que Tim avait même épousé la vie politique locale. Cela fait 18 ans qu'il est élu au conseil municipal dans la mairie qui jouxte sa maison. J'ai même pas eu le choix parce que le maire à l'époque, il me désignait d'office, donc j'ai pas regretté, pas pour l'instant. Seulement voilà, avec le Brexit, tout ça, c'est du passé. Tim ne pourra pas se représenter aux prochaines élections, ni même voter. Avant, j'avais les droits pour les conseils municipaux et pour l'Europe. Et à partir du 31 mars, je n'ai plus le droit ni en France, ni en Angleterre. Une décision difficile également pour monsieur le maire, qui le côtoie depuis plus de 30 ans. Je le vis plutôt mal parce que je trouve que c'est plus une perte des forces vives.
parce que Tim, comme tout immigré volontaire, est quelqu'un qui a une forte personnalité, quelqu'un qui est ouvert sur l'extérieur. Depuis quelques mois, les Green ont entamé des démarches pour acquérir la nationalité française. Tout ça, ça fait partie du dossier qu'il faut faire pour la nationalité. C'est long, c'est très long. De Londres jusqu'au cœur du pays d'Auge, le Brexit fait vaciller ce qui faisait aussi la citoyenneté européenne. Tim et Christy, comme beaucoup de Britanniques, ne sont aujourd'hui ni tout à fait d'Angleterre, ni tout à fait de France. Voilà, un reportage à Guerquessal donc de Marie Benoît et Damien Mignot. Retour ici à Bayeux, en direct au musée de la tapisserie pour évoquer ce Brexit aujourd'hui, 31 janvier 2020. Michael Dodd, c'est terrible pour ces gens qui ont un pied de chaque côté du channel, on pourrait dire. Ni vraiment anglais, ni vraiment français. Ils sont un peu écartelés entre les deux pays, les deux cultures. Comment choisir dans cette énorme période d'incertitude qui s'ouvre là pendant 11 mois jusqu'à la fin décembre 2020 ? Comment faire ? Effectivement, c'est assez déstabilisant. Et puis tout le monde doit se poser des vraies questions et d'avoir des attaches et des convictions très fortes, bien sûr, de rester en France. On est nombreux, dans ce cas, on est séduits par l'accueil qu'on a en France, les qualités de vie et puis l'esprit qu'il y a ici en Normandie qui conviennent à beaucoup de gens. Donc, les gens posent des questions, les gens espèrent que le bon sens va régner et sur les questions de santé, sur les questions de droit, on espère bien que les résidents britanniques vont toujours être en mesure, ceux qui sont déjà là, présents en tous les cas, vont toujours bénéficier des mêmes droits. Ça reste à négocier, c'est ça l'incertitude en fait. L'incertitude, c'est très inconfortable d'être dans une situation où, voilà, vos avenirs sont dans les mains de certains élus, ça c'est clair, et il faut vraiment croiser les doigts et puis pousser, et avoir une voix pour pousser que le bon sens règne dans ces négociations dans les prochains mois. Et on voit ces touristes à Bayeux qui se promènent dans les rues de Bayeux. Et tout le monde n'a pas, comme vous, la chance d'être né, certes, dans le West End, mais avec une mère irlandaise qui vous permet d'avoir les deux passeports. Donc, merci, mère. Merci, maman. Exactement. Et thank you, mom. Exactement. Et votre cas est réglé, vous. En fait, vous êtes tranquille de ce côté-là. Exactement. Mais en termes de tourisme, pour l'instant, 2020, il n'y a pas d'incidence. On va voir si le livre fluctue sérieusement. Ça peut influencer l'attractivité de la Normandie ou pas. C'est en 2021, en fonction des discussions, on verra s'il y a les nouvelles contraintes à prendre en compte. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas avec nos voisins du Nord, il y a aussi le problème des îles anglo-normandes, où la Normandie est concernée au premier chef, et la Manche notamment. On va voir comment le Brexit va se passer là-bas. Un joyau, fier de son indépendance. Propriété directe de la reine d'Angleterre, les îles anglo-normandes n'ont pas suivi le Royaume-Uni lors de son adhésion à l'Union européenne. Elles n'en font donc pas partie, mais sont liées à elle par un protocole signé lors de l'adhésion de la Grande-Bretagne. À ce titre, les bailliages de Jersey et Guernesey sont intégrés au marché commun, à l'union douanière et à la libre circulation des biens. Des dispositifs qui, avec le Brexit, sont aujourd'hui remis en cause et devront être renégociés avec l'Union au cours de la période transitoire qui va suivre. Entre le Royaume-Uni et l'Europe, les îles vont continuer à défendre leur statut particulier entre deux mondes. Elles peuvent craindre par ailleurs d'autres effets indirects. Leur statut fiscal avantageux pourrait être concurrencé par Londres, désormais libéré des contraintes européennes. Dans le domaine de la pêche, déjà encadré par un accord strict, la crainte est de voir se renforcer la présence des bateaux français s'ils devaient être interdits des eaux britanniques. Un contexte qui pousse aujourd'hui les autorités insulaires à se rapprocher de leurs voisins normands. Paradoxalement, le Brexit pourrait donc quelque part favoriser les liens avec notre région Hauts-de-Léopard. Ouais, on verra ça. C'est très compliqué ce problème des îles anglo-normandes, notamment pour la pêche. C'est vrai que c'est très compliqué. En tout cas, merci Erwan Dominiac de nous avoir apporté quelques éclaircissements sur ces petits poussières posées sur la Manche, comme disait Victor Hugo. Michael Dodds, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans cette triste journée pour vous ? Que les négociations avancent vite quand même et qu'on arrive à avoir un deal, un Brexit soft, pas un hard Brexit ? C'est notre espoir que d'abord les amitiés perdurent, c'est absolument essentiel, que les Normands se positionnent comme voilà, la plus britannique-friendly des régions françaises. C'est déjà le cas et je pense qu'on est obligé d'être mobilisé pour maintenir ça. Et espérer que voilà, ça ouvre une nouvelle ère de
coopération pure et simplement entre le Royaume-Uni et la Normandie. Union Jack continuera à flotter un peu au-dessus de la Normandie. On va partir retrouver Jean-Baptiste Pattier à Dieppe, l'une des 4 têtes du transmanche. Comment se passe le Brexit là-haut en Seine-Maritime, Jean-Baptiste ? Eh bien ici au port de Dieppe, comme pour tous les ports normands, les autorités portuaires sont prêtes pour le Brexit. Bien sûr, rien ne change. On nous rappelle, les négociations autour des accords commerciaux, douaniers, frontaliers commencent maintenant et se prolongeront jusqu'à la fin de l'année. Mais alors côté aménagement, par exemple, pour les 37 000 camions qui transitent chaque année entre New Haven en Angleterre et Dieppe, il y a des lignes avec des couleurs, par exemple, pour accueillir ces camions. Et puis également des hangars ont été aménagés pour les contrôles phytosanitaires ou encore vétérinaires. Puisqu'on parle de vétérinaires, 600 équidés chevaux de course transitent chaque année ici à Dieppe. Une enveloppe totale de 750 000 € d'aménagement. Merci infiniment Jean-Baptiste pour ces précisions donc sur Dieppe. Un mot de politique quand même et du Havre avec cette candidature d'Édouard Philippe donc pour la REM aux prochaines municipales. Il était l'invité du journal de nos confrères de Rouen. On va l'écouter avec une candidature qui sème quand même une certaine confusion entre la Porte Océane et son mandat à Matignon. Si le président de la République décide de continuer à me faire confiance et me demande de rester à Matignon, je le ferai, parce que servir son pays, c'est un honneur, et parce qu'on ne se dérobe pas lorsque le président de la République vous fait cette proposition. Mais si, pour les raisons qui lui appartiennent, il décide un jour d'y mettre un terme, ou si je n'avais plus le soutien de la majorité parlementaire, ou si moi-même je décidais qu'il était temps d'arrêter, alors mon objectif, c'est d'être maire du Havre. Mais vous savez, je ne dis pas ça parce que je voudrais préserver mes chances ça et là. La seule ambition en politique locale qui m'intéresse, la seule chose que j'ai envie de faire parce que j'aime ça et parce que je crois que je peux être utile à la ville du Havre, c'est d'être maire du Havre. Voilà pour cet entretien, on ne va pas dire interview aujourd'hui, d'Édouard Philippe, donc à nos confrères de Rouen. Merci infiniment Michael Dodds de nous avoir rejoints aujourd'hui à Bayeux. On va suivre tout ça pendant un an, donc ces négociations autour du Brexit. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 12-13 spécial Brexit, 31 janvier 2020. Ce soir à minuit, donc l'Angleterre redevient une île et quitte l'Union européenne. Bonne journée à tous sur France 3.